Dieu, ça joue. Le chalet ou bien? J'ai eu la grippe. 2 semaines de grippe. 2 semaines. J'avais prévu la meilleure série de vidéos, puis enchaîné avec plein de sujets géniaux. La friction administrative, la liberté et tout. Et le sort s'abat sur moi et j'ai chopé la pire grippe depuis 25 ans. J'ai jamais eu des symptômes pareils. Je vous passe les détails, mais voilà, ma voix est toujours pas remise. Je tousse encore et plus grave que ça, je ne sais pas si vous avez eu ça, si quelqu'un a déjà eu ça, j'ai une oreille en fait qui est encore bouchée. Et par exemple, quand j'entends une musique ou que j'entends surtout les bips aigus, en fait, les sons aigus sont un demi-ton plus haut dans cette oreille. C'est incroyable, je ne savais pas qu'une oreille pouvait être dissonante par rapport à l'autre. Par exemple, j'écoute la sonate en mi majeur de Mozart, je ne sais pas si ça existe, mais voilà. En fait, toute l'oreille gauche, elle entend en fa majeur. Je ne peux plus écouter une seule musique parce que c'est horrible en fait. Tout est dissonant tout le temps. Et moi qui adore la musique, c'est vraiment la merde. Donc je ne sais pas s'il faut dire prier pour mon oreille ou quoi. Enfin, je vais consulter bientôt, mais voilà. Je ne sais pas si c'est un phénomène normal après la grippe, mais voilà. Mais j'ai lu vos messages. Donc déjà, salutations au nouveau, un grüezi, bonjour. C'est incroyable, quoi. Je parle de trucs chiants, administratifs, et puis il y a 36 milliards d'abonnés. Pourquoi vous abonnez, les gars? Enfin, merci. Donc on va faire tout prochainement l'épisode 2, parce que vous avez demandé, ouais, et la Grèce, et la Suède, et Andorre, et le Vatican, pour la friction administrative, c'est comment? On va faire l'épisode 2 aussi vite que possible, mais aussi lentement que nécessaire, voilà. Voiture, logement, assurance, les choix qui créent ou évitent la paperasse. Quand on parle de paperasse administrative, on pense souvent à l'État, mais dans la vraie vie, la majorité de la lourdeur administrative vient de 3 décisions très banales. C'est avoir une voiture, la manière dont on se loge et le nombre d'assurances qu'on accumule. Donc on va décortiquer un peu ces 3 points. Donc le but toujours, moi je ne suis pas dans une démarche de dire je suis un pro de tout ça et de comment éviter les choses. Je suis vraiment dans une démarche de moi-même chercher des solutions. Je suis en cours de recherche et je partage un peu simplement la démarche que je fais pour chercher les infos. Donc voilà, évidemment il y a quelques choix de vie que j'ai fait dont je peux parler. Alors, la voiture, la problématique de la voiture. Donc en fait c'est souvent présenté comme la liberté. Tu ne peux pas vivre sans voiture, c'est pas possible. Mais je trouve administrativement c'est exactement l'inverse. Donc déjà il y a le permis, donc faire ça c'est déjà beaucoup administratif, c'est renouvelé. Et il y a des hélicos tout le temps dans les Alpes avec les stations de ski là. L'immatriculation, les assurances, les contrôles techniques, vous connaissez la chanson. Et tous les ans, il faut refaire des trucs. Et en plus, dès qu'il y a des incidents, garer trop longtemps, un accident, je sais pas quoi, un accrochage, c'est à chaque fois un dossier de plus. Donc c'est pas un problème d'utiliser une voiture de temps en temps. Par contre, en posséder une, si. Alors il y a des pays plus ou moins adaptés à la vie sans voiture et des contextes aussi. Ça va être la ville plutôt que la campagne. Mais voilà, dans ma vie, j'ai toujours fait les choix sans prendre en compte la voiture, en me disant qu'il faut que je puisse tout faire de manière confortable. J'ai grandi dans une banlieue éloignée d'une ville où il y avait en fait des trains à la demi-heure jusqu'au dernier, le week-end, qui était à 3h30 du matin, et la semaine, les derniers étaient à minuit. Alors un peu moins fréquent le soir, mais il y avait quand même des transports jusqu'à minuit, minuit et demi, et le matin dès 5h du mat'. Donc peut-être que si vous avez grandi dans un endroit où il y a 3 bus par jour, c'est différent, quoi. Partie 2, donc la problématique du logement. Alors il y a être propriétaire ou être locataire. Donc être propriétaire, on dit c'est la stabilité, il n'y a plus le loyer, ça peut être moins cher, etc. Mais c'est quand même des engagements longs et rigides. Donc notaire, hypothèque, assurance obligatoire, les taxes foncières. En Suisse, on avait un truc, la valeur locative. Je crois que quand tu étais propriétaire d'une baraque, il fallait payer un impôt équivalent à ce que ça coûterait si tu la louais. C'était un truc comme ça. Donc je crois qu'on s'est débarrassé de cette charognerie. Donc il y a un énorme ancrage administratif. Ensuite, être locataire, c'est plus léger, mais est-ce que c'est plus léger partout?
il y a des pays où il faut monter un véritable dossier pour juste louer une piole. Bonjour la France, bonjour la Suisse. En dehors de la paperasse en soi, par rapport au déménagement, il y a évidemment les meubles. Il y a plein de pays où il y a énormément de logements meublés. Et il y a des pays où c'est presque introuvable parce que les gens ont cette mentalité de pas... parce que les gens ont la coutume de ne pas dormir sur le matelas où un autre a dormi, je ne sais pas quoi, utiliser une cuisine où il y a eu le gras de quelqu'un d'autre, voilà quoi. Donc, de nouveau, bonjour la Suisse. Par exemple, en Hongrie, j'avais pas du tout ce souci. C'était beaucoup plus facile de quitter, de trouver un nouveau logement. Alors, il y avait beaucoup de mauvais logements, des fois un peu, pas insalubres, mais disons, où il y avait des vices cachés, on va dire. Mais c'était plus facile de partir et de retrouver. Il n'y avait pas le souci de est-ce qu'il n'y aura pas de meubles dans le prochain, ou est-ce que justement il y aura trop de meubles, qu'est-ce que je fais de mes meubles? Parce que j'avais pas de meubles et plein de gens n'en ont pas, ou juste le strict minimum. Et puis les gros trucs, canapés, sommiers et tout, ils louent meublés en fait. Partie 3, donc c'est les assurances. Ça, en fait, ça dépend de tout le reste, quoi. Après, il y a des assurances obligatoires, genre en Suisse, tu as même certains cantons où tu as l'assurance incendie, dégâts naturels obligatoires, et d'autres pas. Et paradoxalement, ça peut être des cantons où il y a plus de danger, justement, d'avalanche, d'éboulement, d'incendie, de je sais pas quoi, où il n'y a pas justement ce truc obligatoire. Donc c'est étonnant. Vous voyez, c'est qu'une histoire de choix comme ça, où est-ce qu'on a des bâtons dans les roues sur ces aspects-là, et puis quel choix de vie on fait. Donc évidemment, il y a un trio infernal concernant la lourdeur administrative, c'est voiture, logement et assurance. Ça, c'est ce qui transforme une vie simple en vie sous gestion permanente. Si vous ne possédez pas quelque chose, vous n'avez pas besoin d'assurance pour ce quelque chose. Ça aussi, c'est l'aspect minimaliste. Et donc voilà, je suis dans le Grand Canyon. Ouais. C'est quand même assez spectaculaire, quoi. Il y a un peu des cheminées de fait, c'est un peu l'Arizona de Suisse. C'est un peu les pyramides de Zègne, mais en plus cheap, quoi. Alors voilà, donc j'anticipe, hein, évidemment vous allez me dire, bon Lucius, où est-ce qu'on peut vivre sans voiture? C'est compliqué. Alors, les critères pour un pays ou une région, hein, où vivre sans voiture est réellement faisable, c'est des transports publics fiables, la sécurité dans ces mêmes transports, hein, si c'est de l'insécurité à tout bout de champ, même si c'est un réseau développé, vous n'aurez pas envie de le prendre. Que les zones d'emploi soient accessibles sans voiture. Ben oui, parce que s'il y a des trams, des machins qui vont entre les lieux de fête et chez vous, et puis les lieux touristiques, mais qu'en fait tous les emplois ils sont dans un bassin de zone industrielle, commerciale, où il n'y a pas un bus, eh ben à quoi ça sert? Et un autre point, c'est que le vélo soit utilisable. Par exemple, si c'est tout plat, ben, à défaut de bus, de train, que vous puissiez aller avec votre vélo, vélo électrique, vélo cargo, que sais-je. Voilà, donc les bons élèves en Europe, vous dites tous, vous me dites, mais mon Lucius quitte l'Union Européenne, mais oui, mais je suis déjà pas dedans. Alors, donc la Suisse, c'est très bien, il y a des trains partout. Hors zone ultra-rurale, où il y a effectivement des fois peu de bus, il y en a à peu près partout. Alors je crois qu'il doit y avoir une dizaine de villages habités à l'année, communes, etc., où il n'y en a pas, mais en général, il y en a toujours quelques-uns. Après, est-ce que c'est faisable? Est-ce que c'est faisable pour l'emploi d'être dans une zone un peu rurale? Il y a le problème après des correspondances qui ne sont pas toujours bonnes partout. En Autriche, il y a des très bons transports publics nationaux et régionaux. Les trains sont fiables. Note de la rédaction, pas sur les zones où ça passe en Deutsche Bahn, en train allemand autour de Salzbourg. Là, c'est la merde. Et les villes sont bien connectées. Donc, il y a aussi des railjet qui vont à 250 km/h dans certaines zones au nord-est, là autour de Vienne. Allemagne, il y a un réseau de trains et de transports urbains très développé. C'est à l'itération en un réseau de transport urbain très développé. Note de la rédaction, voire mon commentaire précédemment sur l'Autriche. Fréquence élevée, la vie sans voiture est possible dans beaucoup de villes moyennes. Les pays qu'on cite là, c'est des pays où vivre sans voiture, c'est socialement acceptable. Les Pays-Bas, Pays-Bas ça veut dire vélo. Intermodalité entre train et vélo aussi. Je pense que tu peux garer ton vélo, voilà. Il doit y avoir des parkings à étage pour les vélos là-bas, tellement il y en a. C'est le seul pays où j'ai vu des bouchons de vélo. Des embouteillages de vélo. Danemark, idem. Il paraît que les transports publics sont hyper chers là-bas.
Donc il faudra avoir un boulot salarié sur place avec un bon revenu, quoi. Mais pareil, c'est forte culture sans voiture, beaucoup de vélos, c'est tout plat, quoi. Suède, c'est à peu près pareil, mais ça précise, les réseaux sont bien entretenus même en hiver et les transports publics sont sûrs et réguliers. Finlande, c'est pareil, mais en plus, les villes sont vachement modernes là-bas. C'est pas un pays où on va pour l'architecture et puis la vieille pierre, vraiment. Mais du coup, ça veut dire que les villes sont adaptées au climat hivernal. C'est un peu des espèces de cités 15 minutes. Puis il y a énormément de place aussi. Je pense que quand ils vont avec les chasse-neige, ils vont avec les grands moyens, puis c'est vite réglé, quoi. Donc c'est fiable. Et étonnamment, il me dit France, c'est un cas conditionnel, mais il me dit c'est faisable de vivre sans voiture dans les grandes villes et certaines villes moyennes bien reliées par le rail, mais c'est très dépendant du choix de localisation. Donc ça, c'est vous qui me direz, parce que moi, moi je vois la frontière suisse, hein, et avec tous les petits trains qu'on a de notre côté qui s'arrêtent, qui ont été démantelés côté français, et l'impression que dès que tu passes la frontière, il n'y a plus un bus, il n'y a plus un train, quoi. Donc je sais pas, il y a peut-être des villes où c'est faisable. Après, la question de l'insécurité toujours revient. On va voir les cas inverses, les pays où la voiture est souvent indispensable et où c'est un peu difficile de vivre sans. Et c'est un peu paradoxal, mais plus on va vers des pays chauds, en fait, où le climat est agréable, moins c'est fiable, en fait, ces trucs-là. On va peut-être en parler dans une future vidéo de cet aspect-là. Alors Espagne, les réseaux sont corrects dans les grandes villes, mais la desserte est faible ailleurs, peu de transports nocturnes. On voit sur toutes les cartes aussi que l'Espagne, en dehors des zones urbaines très urbanisées, c'est vachement vide. Italie, le problème c'est que le réseau est fragmenté. La fiabilité est variable selon les zones. Il y a des zones périphériques difficiles d'accès en voiture. Portugal, il me dit c'est un des pires élèves de la liste. Les transports seraient, je ne suis jamais allé en dehors de Lisbonne, mais ils seraient très limités hors de Lisbonne et Porto. La fréquence est faible et la voiture est quasi nécessaire pour le travail. Grèce, il y a aussi ce phénomène de réseau peu développé, forte dépendance à la voiture, surtout hors de Athènes. Étonnamment, il m'a cité la Hongrie, parce que j'y ai vécu en Hongrie, et du coup il me dit transport correct à Budapest, mais très insuffisant en région pour une vie active sans voiture. Alors j'avoue que j'ai pas eu une vie très active là-bas, j'avais télétravail et choses comme ça, mais j'allais pas faire 40 heures par semaine dans un bureau ou dans une zone industrielle. Et j'ai pas ressenti ce côté comme il y a dans certaines régions de France où tu as des bleds de 5000 habitants où il n'y a que 2 bus par jour. Là-bas, j'ai trouvé qu'il y avait toujours un minimum vital, quoi. Et il y avait des correspondances possibles, etc. C'était pas toujours des réseaux très développés, les bus pouvaient être un peu vétustes des fois. Mais j'ai toujours réussi à m'en sortir. Sauf en campagne profonde où là quand même le vélo électrique venait très utile. Roumanie par contre, là j'ai vraiment senti ça, quoi. Réseau vétuste hors des grandes villes, fiabilité limitée, liaison régionale faible. Mais même à Cluj, quoi. Plus rien après 23h, 22h30 dans une ville de la taille de Lausanne ou Genève Centre. Qu'est-ce que c'est que ce truc? Puis France, zone rurale et périurbaine, voilà. Donc maintenant la liste des pays où louer et déménager est simple. Donc ça veut dire peu de caution, pas de garant complexe à avoir, des logements déjà meublés, c'est aussi un point positif. Les démarches rapides, en Hongrie en 48 heures j'ai trouvé un logement. Et les propriétaires, s'ils sont peu contraints aussi, ça c'est un point positif. Alors Espagne, Portugal, Italie, Hongrie et Tchéquie, ouais, par rapport au logement, c'est pas forcément les mêmes pays que pour les transports. Et au contraire, le logement, là où c'est compliqué, Suisse, France, Allemagne et Belgique, on est encore une fois dans la torture administrative d'Europe de l'Ouest. Le problème de ces 4 pays, donc en France, c'est les dossiers très très lourds, les garants, les assurances, la rigidité. Et en Suisse, les logements sont souvent non meublés, il y a des assurances RC, ménage exigées. Il y a même un endroit, ils m'ont demandé un extrait de casier judiciaire, donc tu commandes un papier, ça coûte déjà 35 balles pour faire le duplicata. Et il y a une sélection stricte. Il y a une famille qui a demandé le logement en même temps que vous, donc vous êtes un homme célibataire endurci, vous n'avez pas droit au logement. Allemagne, c'est pareil, c'est du non meublé par défaut et beaucoup de formalisme. Et Belgique, il ne m'a pas donné d'infos. Donc ça, c'est des pays où il faut carrément monter un dossier administratif pour pouvoir avoir un logement ou changer de logement. Alors voilà, donc c'était une
vidéos supplémentaires avec des listes, et on fera tout soudain l'épisode 2 sur les pays à faible friction administrative, probablement sur un autre chemin de rando. A plus, ciao.